Merci Barry and merci Anne-Marie Châtelet for the invitation. I'm delighted to be here. Je suis ravie d'être ici. Je serais très intéressée de voir les fruits de ce projet de recherche que vous entreprenez. J'aurais aimé que ce soit disponible lorsque j'ai rédigé mon ouvrage. Ce que je vais vous présenter, c'est une présentation de diapos, de vues, beaucoup de vues, beaucoup d'images. Certaines reprendront des choses que Barry a dites et un grand nombre des illustrations viennent de mon ouvrage École d'architecture. Je les passerai en revue très rapidement, faute de temps. Je voudrais commencer avec quelques remarques tout à fait générales en introduction. Lorsque l'association Collegiate Schools of Architecture m'a contacté en 2010 et m'a demandé de mettre ensemble une publication pour célébrer leur centenaire en 2012, j'ai proposé une histoire de l'enseignement de l'architecture en Amérique du Nord et je ne me suis pas rendu compte à quel point un tel projet était ambitieux avec seulement 2 ans de temps devant moi. Et je ne m'étais pas rendu compte non plus à ce moment-là de la rareté des archives. Je pense que vous l'avez sans doute noté par rapport à ce qui existe ici, mais le manque d'une histoire synthétique des écoles d'architecture en Amérique du Nord et ailleurs, y compris en Europe, n'est apparu immédiatement. Ce sur quoi je voudrais réfléchir, c'est pourquoi est-ce que ça vient si tardivement. Ça paraît remarquable que cela ait pris si longtemps pour que la culture académique de l'enseignement de l'architecture commence à se regarder dans le miroir et à retracer ses pas de manière étudiée, scolaire, savante. Et donc cela pourra être pris en compte dans le nouveau travail qui va être entrepris. Alors, je vais peut-être dire quelque chose qui est évident, mais je voudrais insister. Les écoles d'architecture sont des agents très puissants de formation culturelle et professionnelle. Et en même temps, les écoles d'architecture sont créées par les tendances dominantes de leur époque. Cela inclut pas seulement des évolutions intérieures au monde de l'architecture, mais les courants économiques et politiques, les événements mondiaux. Et l'histoire de l'enseignement de l'architecture est également une histoire de l'architecture elle-même. Et cela fait partie d'une histoire plus vaste. Et certaines des vues que je vous montrerai iront dans ce sens. Il est tout à fait fascinant pour moi de constater le jeu entre différents protagonistes, les maîtres, les différentes figures qui ressortent de cette histoire et des déterminants plus structurels. Et bien entendu, nous avons affaire au dynamisme de l'institutionnalisation, de la modernisation de l'enseignement de l'architecture, un processus d'institutionnalisation et de normalisation dans une grande mesure. Mais c'est trop simple et ce processus n'est pas direct et linéaire. Et même aux États-Unis, comme Barry l'a déjà souligné, nous avons à faire face à des conditions tout à fait hybrides et une histoire qui est en constant changement sous la pression de différents entrants. Il y a différents types de modernisation, je pense qu'on peut le comprendre, et même à notre propre époque, lorsque nous avons à faire face à des questions qui sont liées à la mondialisation, on peut voir comment cela se manifeste de différentes manières, avec des spécialisations de différents ordres, comment les écoles représentent à la fois des tendances conservatrices et radicales et deviennent un point de rencontre ultime entre des générations. Et ce rôle formateur qu'elles jouent a un côté à la fois conservateur et réactionnaire parfois,
et en même temps conduit à une diversité de possibilités ou d'évolutions historiques, comme on le constate spécifiquement dans le contexte nord-américain à l'heure actuelle. Donc, comme nous venons de l'entendre, l'histoire de l'enseignement de l'architecture en Amérique du Nord n'est pas une question de Beaux-Arts, Bauhaus et au-delà. Ça commence avant. C'est un modèle britannique que l'on voit tôt avec un modèle d'apprentissage, tutelage, comme on l'appelle en Angleterre. C'est quelque chose qui est moins réglementé, moins rigide et qui conduit à des architectes entrepreneurs. La séparation entre architectes et artisans est assez floue. Ils démarrent leur propre école. Voici la publicité pour une école à Philadelphie sous l'égide du groupement des charpentiers. Mais il y a également les gentilshommes architectes de bonne famille qui voyagent et étudient et s'auto-éduquent. Et Thomas Jefferson en est le plus grand exemple. Il a étudié ici à Paris. Son séjour en a fait un amoureux de l'architecture. Son séjour à Paris et ensuite est retourné en Virginie où il proposera une école qui deviendra l'Université de Virginie. Ce n'est pas une école d'architecture parce que l'architecture n'est pas encore enseignée dans les écoles. Mais l'idée du bâtiment et du campus qui sert de modèle pour une communauté idéale, l'architecture comme leçon d'objet sera vue et revue au cours de cette histoire. Et ce village académique dessiné par Thomas Jefferson en est sans doute le premier exemple que nous puissions citer. Il y a des ouvrages qui ont été auto-publiés par quelqu'un qui s'intéressait à cela et avait les moyens de le faire. Cela devient un mode de transmission important au début de la pédagogie de l'architecture et de son enseignement. Alors, comme Barry l'a mentionné, au milieu du 19e siècle, le modèle de l'apprentissage n'avait pas l'efficacité ou la cohérence dont avait besoin un jeune pays qui était en train de s'industrialiser. Et le modèle polytechnique a été importé d'Allemagne à ce moment-là, mais son origine était en France, évidemment, et c'est devenu le modèle dominant. Vous voyez ici le collège industriel de l'Illinois, qui est ensuite devenu l'université de l'Illinois, et sous Nathan Ricker, qui est venu à l'école en tant qu'artisan, mais on est reparti avec un diplôme de la première année. Ensuite, il est allé à Berlin et a étudié à l'école polytechnique de Berlin. Il en est revenu et a présidé l'école pendant près de 40 années, plus de 40 années. Et il y a inculqué le concept de l'institution de recherche que l'on a dans les écoles polytechniques. Il l'a enseigné dans l'Illinois. Une loi très importante a été signée en 1882, signée par Abraham Lincoln, le Moran Land Grant, qui a autorisé la propriété de terres autour des universités et à part les écoles comme Harvard et Yale, les Land Grant Schools étaient consacrés à un enseignement pour une
civilisation industrielle et internalisé le modèle polytechnique, mais l'ont transformé pour en faire les universités dans un contexte américain et y ont apporté de nouveaux éléments qui étaient spécifiquement américains. On voit ici dans ce programme qui date de 1872 l'importance de l'atelier, de l'apprentissage par le faire, par le toucher, par la manipulation. Et c'est quelque chose qui parlait à la sensibilité américaine nationale et allait devenir un des éléments fondateurs pour l'enseignement aux États-Unis pendant des années et des années à venir. À la fin du 19e siècle, vers 1890, en gros, le modèle polytechnique commence à être dépassé par les beaux-arts. Déjà en Je vais essayer de ne pas me tromper dans les dates. Richard March Hunt a été le premier diplômé de l'école des beaux-arts. Donc, c'était en 1846 qu'il y est entré. Il est revenu à New York et il a fondé son propre atelier. Et de plus en plus, le modèle des beaux-arts est devenu le modèle qui était vu comme étant important dans un pays qui a maintenant des aspirations culturelles et souhaite rivaliser et être en compétition avec l'Europe. Il s'agit d'une jeune nation. Il y a eu, bien entendu, la grande foire, la grande exposition de Chicago. Mais les Américains viennent à Paris et de plus en plus. Ensuite, ils retournent chez eux, ils créent leurs propres écoles, ils créent des clubs. Ils commencent à transformer ces nouvelles universités qui étaient des écoles polytechniques. Ils en font des écoles de beaux-arts. Voici une photo d'un jury avec tout le rituel, les conventions, la réglementation attachée à ce système d'enseignement. Tout cela a été rapporté aux États-Unis et est devenu institutionnalisé d'une nouvelle manière. Pour vous montrer la longévité de ce modèle, il est intéressant de voir ces deux écoles, Avery Hall, qui a été construit en 1910 par McKim White, et 2 décennies plus tard, Paul Cret est venu à l'Université de Pennsylvanie et il a été responsable de l'éducation de l'architecte qu'on va voir juste après. Il travaillait de la même manière jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Alors, le personnage dont je parle, c'est Louis Kahn, qui a été éduqué au début des années 20 et il s'est converti au modernisme par la suite. Il a accepté l'architecture moderne et toutes ses implications sociales, mais dans cette série de photos qui vient des années 60, on voit que la formation Beaux-Arts qu'il avait eue ne l'a jamais quitté complètement. Et la grande originalité de ce nouveau maître que l'on voit qui émerge après la Deuxième Guerre mondiale en 1950, c'est sa capacité à hybridiser, à rassembler la réflexion moderne avec ce qu'il avait absorbé de l'enseignement qu'il avait eu aux Beaux-Arts.
Voici une image que j'aime beaucoup et qui vient d'une école par correspondance de Scranton, en Pennsylvanie. C'était la plus importante, mais il y en a eu d'autres. Et ces écoles par correspondance, c'était du téléenseignement, de l'enseignement à distance, dont on parle maintenant avec les MOOCs. Et des étudiants qui ne faisaient pas partie de l'élite sociale ne pouvaient pas se permettre une autre forme d'éducation ou n'auraient pas été acceptés dans les écoles ou ne pouvaient pas se payer des cours dans la journée, pouvaient s'éduquer par correspondance de cette manière. Et des certificats ont été délivrés à 1 million d'étudiants en ingénierie architecturale. C'était comme cela qu'on appelait cette matière à l'époque. Là, vous voyez le Hampton Institute, où les étudiants étaient des Afro-Américains et ils ont une mise en pratique réelle de leur enseignement. Ils construisent leur propre école et c'est conforme au penseur de l'éducation progressive, John Dewey, qui a proposé quelque chose de très similaire dans ses Schools of Tomorrow, ses écoles de demain, en 1915. Mais cette expérience pratique semble avoir une résonance particulière dans une nation qui a des aspirations démocratiques où la forme d'éducation des élites coexistait avec cette voie, mais ce n'était pas le seul moyen de devenir un architecte. Et ensuite, il y a quelques écoles qui testent d'autres choses dans les années 20 ou 30, ici. Et même si le modèle Beaux-Arts est encore très dominant et puissant, le modèle dominant dans un grand nombre d'écoles. Un endroit comme l'Université de Cincinnati a lancé le programme de travail coopératif où les étudiants devaient passer du temps à travailler dans des cabinets d'architectes ou dans l'industrie. Vous voyez ici l'étudiant dans une usine de réfrigérateurs. Cela faisait partie du travail qui était demandé aux étudiants. Il y a eu d'autres expériences. Vous voyez ici Richard Neutra à Los Angeles qui a souhaité ouvrir sa propre école, son académie d'art moderne qui n'a pas duré longtemps, mais vous le voyez ici sur le site de la construction de la Lovell House. Et l'éducation pratique, encore une fois, est extrêmement importante dans ce contexte américain. Et vous voyez Neutra qui fait un amalgame entre le fond qui est plus traditionnel et un bâtiment qui est plutôt moderniste. Frank Lloyd Wright représente encore une nouvelle version de l'architecture moderne, anti-académique, qui allait à l'encontre des écoles de son temps. Et vous voyez ici le maître entouré de ses disciples, de ses élèves qui étaient ses disciples. Et l'architecture est vue comme un mode de vie. La communauté, le fellowship, c'est plus qu'un enseignement professionnel, mais il s'agit également presque d'une religion. On peut comparer cela à Gropius, à Harvard, qui est également ici entouré de ses acolytes. Mais l'esprit
je pense, est plus celui de la mêlée de rugby plutôt que l'adoration des élèves ou des disciples autour de leur maître. Gropius mettait l'accent sur l'équipe, la solidarité, le service public. Ça faisait partie de sa rhétorique. Mais sans aucun doute, il s'agit de quelqu'un d'extrêmement charismatique. Vous le voyez ici. À côté du doyen Joseph Hudnett, et en 1943, il y a eu un conflit très amer entre eux deux. Et Gropius avait le charisme d'une star de cinéma. Quand on voit Hudnett à côté de lui, on peut peut-être comprendre pourquoi. Mais Hudnett avait de plus en plus la pédagogie du Bauhaus que Gropius voulait reconstruire pour un autre contexte tout à fait différent. Harvard n'est pas à Weimar. Et donc, c'est pratiquement l'opposé de ce qu'était le Bauhaus originel. Mais Hudnett avait le sentiment que Gropius était en train de formulariser cette éducation et qu'elle manquait d'une base humaniste du type que celle que lui souhaitait mettre en place, malgré le fait que Gropius lui-même parlait de base éthique pour l'architecture. Enfin, en tout état de cause, ça s'est mal terminé entre eux. Il y avait de mauvais atomes crochus entre eux. Et voici le tableau qu'établit Gropius en 1939. À ce moment-là, Gropius est tout à fait nouveau. Il est arrivé aux États-Unis en 1937 et il y a une mauvaise compréhension de la situation américaine. Ce qu'il propose ici, ça reflète une éducation allemande. Vous avez quelque chose à deux niveaux, les dessinateurs qui ont une formation technique et par ailleurs, vous avez l'élite de l'architecture, ceux qui ont eu une bonne éducation dans de bonnes écoles. Et cette idée, lorsqu'il la présente, il se réfère à la philosophie de Dewey. Et bon, on était dans un contexte démocratique de l'Amérique, mais l'idée n'a pas duré chez Gropius. On n'en a plus entendu parler à partir de ce moment. Le Bauhaus a d'autres manifestations différentes. Cela prend des airs tout à fait différents dans ces différentes itérations d'importation à Nashville, dans le Tennessee. Le Black Mountain College s'est développé dans les années 30 et par la suite. Ensuite, ça ira jusqu'à Yale. Mais on a à Chicago et ailleurs des personnes qui suivent des idées tout à fait différentes du Bauhaus. Les cercles du Bauhaus sont reproduits ici dans un nouveau contexte. Et Moholy avait en tête quelque chose qui était très proche d'une idée qui était chère à l'Allemagne, un mariage entre l'art et l'industrie, ou la création architecturale et l'industrie. Mais
Ça ne s'est pas réellement produit en Allemagne et ça ne s'est pas vraiment produit non plus à Chicago. Moholy est décédé de manière prématurée. Il n'a peut-être pas eu la possibilité de pousser l'idée jusqu'au bout, mais évidemment, Chicago est très différent de Dessau. Il s'agit d'une ville d'affaires. Mais les architectes souhaitent être utiles et pendant la Deuxième Guerre mondiale, on voit le type de projet que l'on trouvait dans les cabinets d'architectes, des conceptions permettant un camouflage, quelque chose que Jean-Louis Cohen a récemment bien montré dans son exposition sur l'architecture et la guerre. Et ce type de projet se voyait dans un grand nombre d'écoles à l'époque. Les architectes étaient encore vus comme des gentilshommes architectes, plus des gens qui formaient le goût que des ingénieurs qui pouvaient mener un projet à son terme. Et ils étaient un petit peu en marge et étaient considérés comme pouvant simplement enseigner, mais ils ont contribué à leur manière à l'effort de guerre. Ensuite, dans ce qui est devenu MIT, l'approche est différente également. Celle de Mies van der Rohe. Il s'agit d'une imitation pour un contexte industriel. Ces étudiants faisaient énormément de dessins de briques et vous voyez comment ils ont reproduit la manière qu'avait Mies de représenter l'architecture. Crown Hall a été réalisé en 1956. C'est devenu un exemple pour le monde des écoles d'architecture. C'est propre, c'est un espace propre. Et Mies avait travaillé sur le campus de l'Institut de technologie de l'Illinois, mais Crown Hall, c'est vraiment le joyau. Et on a ce bâtiment qui est un exemplaire, l'exemple même de ce qu'est l'architecture dans ses aspirations. Une autre chose qu'il faut garder à l'esprit lorsqu'on fait un travail de recherche, c'est la manière dont les gens se déplacent. Il y a eu la diaspora qui a fui le fascisme en Europe. Et donc, il y a eu le départ de certaines personnes du Bauhaus, mais il y a eu d'autres écoles avec des personnalités marquantes qui ont pu faire venir leurs collègues et des gens qui ont pu soutenir leur programme. Gropius a fait venir Martin Wagner, Moholy a fait venir Kapich et Mies a fait venir Hilbersheimer. Et vous voyez ici Hilbersheimer qui subit une transformation américaine de la métropole des années 20 vers la décentralisation. On voit ce sentiment d'urgence chez un grand nombre de penseurs et d'architectes du fait de la guerre. Et Hilbersheimer est particulièrement inquiet de la bombe et de l'invention de la bombe et il fait travailler ses étudiants sur ces diagrammes. Donc, les guerres ont un impact majeur sur l'éducation et l'enseignement de l'architecture. Et vous voyez sur ces images la vague d'engagement qui a lieu juste après la guerre. Et pendant la guerre, les hommes étaient à l'étranger
et se battaient, et cela a ouvert des possibilités pour des écoles. Des femmes, en particulier des femmes de couleur, ont pu entrer dans des écoles où elles ne seraient pas entrées précédemment. Et Buchan a été dans la première promotion de femmes dans une des écoles, et des étudiants sont venus en masse dans les universités. Là, il s'agit d'une école au Canada, mais vous voyez que le besoin d'espace était très aigu après la guerre, et il a fallu toutes sortes de formes d'improvisation. Une autre chose qui découle de la Deuxième Guerre mondiale, c'est la nécessité de la recherche. La recherche et le développement se traduit dans le contexte domestique, et la préfabrication des biens de consommation feront partie du projet des universités, qui ont maintenant un financement à la fois du gouvernement et de corporations privées pour entreprendre des projets de recherche. Vous en voyez un ici pour des écoles préfabriquées à l'Université du Michigan, des cuisines à l'Université de Cornell. On a également des enseignants qui bougent beaucoup, qui se déplacent beaucoup et enseignent à des groupes d'étudiants qu'ils rencontrent dans différents contextes. Conrad Waxman enseigne pas seulement aux États-Unis, mais il enseigne ailleurs également. Et aux États-Unis, tout d'abord à Chicago, ensuite il se rend en Californie, mais lui préfère le contexte universitaire ou académique au contexte des sociétés pour réaliser ses recherches. Je considère que les universités sont le lieu idéal pour mener sa recherche. Et Buckminster Fuller est connu pour avoir enseigné absolument partout, avec les étudiants qui venaient en horde pour écouter ces conférences marathon qui duraient des heures. Et il est associé à l'innovation, à l'expérimentation, tout ce qui était nouveau et progressif dans l'architecture. Les écoles d'architecture ont également des effets politiques et des implications. Gregory Hain est un architecte de gauche de Californie. Gregory Hain il a été impliqué dans des constructions de logements publics à la fin des années 30, jusque dans les années 40. Et par la suite, il y a eu la période de McCarthy et il est devenu persona non grata. Ne se voyait pas confier de projet. Il a été, il a trouvé un havre de paix, si l'on peut dire, un lieu sûr à l'Université du Sud de la Californie. Et il y a toutes sortes de moyens de faire passer les idées grâce à des publications. Perspecta, tout le monde la connaît, c'est la publication de Yale. Et il y a également la publication des élèves du Collège de la Caroline du Nord à Raleigh. Et les publications invitent les gens à étendre la pensée architecturale. Ça, c'est un épisode tout à fait intéressant. Je voudrais mentionner en particulier cet ouvrage-là parce que je pense qu'il s'agit d'un très bon exemple de
ce que peut être une histoire de l'enseignement de l'architecture quand ça se concentre sur une institution et écrit par quelqu'un qui a fait partie d'un programme particulier. Donc, ce n'est pas entièrement objectif, mais néanmoins, cela tente de l'être. Et l'Université du Texas à Austin, dans les années 50, brièvement, c'était une école un peu éloignée, tout à fait conservatrice. Tout d'un coup, a réuni un groupe de personnes qui étaient venues d'ailleurs, y compris John Hayek et Bernard Hoseley, qui étaient venus de Suisse via le cabinet de Le Corbusier. Ils étaient déçus de Le Corbusier, s'est intéressé à Frank Lloyd Wright, il est venu voir aux États-Unis ce dont il s'agissait et il a atterri au Texas. Et Robert Slutsky, qui était un artiste peintre, et Colin Rowe, qui était l'historien de l'art britannique qui avait une formation d'architecte. Ils se sont réunis tous là un peu par hasard, réunis par le doyen Hamilton Harris que vous voyez ici sur la photo. Et pendant 18 mois, ils ont réussi à mettre en place un programme extraordinaire avant qu'ils soient tous renvoyés. Et ils se sont dispersés ailleurs et ils ont emporté avec eux la pédagogie qui avait été mise au point au Texas. Vous voyez ici deux exercices d'étudiants d'une classe d'un cours de couleur enseigné par Robert Slutsky, le peintre. Et je le mentionne parce que, alors qu'ils enseignent, ces enseignants mènent leurs propres recherches. Et les essais sur la transparence écrits par Robert Slutsky et Colin Rowe ont également été incorporés au programme d'enseignement. Donc, il y a une fertilisation croisée entre les enseignants et la recherche de ces enseignants qui fait partie de toute cette histoire. Alors, il y a eu d'autres endroits où les doyens étaient plutôt des personnes qui donnaient leur propre impulsion. Vous avez Bruce Goffin, qui ont vraiment eu une influence, tout en étant des personnages assez particuliers. Bruce Goff, par exemple, utilisait ses étudiants pour insister sur l'importance de la créativité, de l'imagination. Donc, c'est une autre forme de pédagogie, une forme tout à fait différente. Alors, on n'en est plus du tout au Bauhaus. Autre doyen d'une école d'architecture, même style de personne, en termes d'expression personnelle, c'est Paul Rudolph. Et à Yale, il a eu également la possibilité de concevoir les bâtiments des bâtiments. Alors, je voudrais aller un peu plus vite maintenant parce que je sens que je prends beaucoup de temps. Donc, je ne vais pas trop vous parler de CERT à Harvard. Il y avait Sigrid Gideon et Lincoln. Ce qui était intéressant à ce moment-là, c'est à ce moment-là que il y a une équipe en Europe qui essaye de remettre tout cela en question et ils utilisent donc l'école de design de Harvard comme plateforme pour créer une nouvelle discipline d'urbanisme qui va finalement à l'encontre de ce que fait Tintin en Europe. Donc, il crée un certain nombre de conférences tout à fait stratégiques pour mettre en place cette nouvelle discipline sur l'urbanisme et l'architecture urbaine. Alors maintenant, je ne veux pas prendre trop de votre temps, mais nous avons maintenant une arrivée massive d'Européens et également de Japonais, donc d'enseignants qui arrivent aux États-Unis pour enseigner dans différentes écoles, à l'Université du Washington à Saint-Louis, à l'Université de Pennsylvanie. Donc le message de l'équipe des
10 de ce Team 10 porte donc un message très fort, mais qui est adapté à ce nouveau contexte. Si vous avez Le Corbusier, lors de son dernier voyage aux États-Unis, il prend la parole devant les étudiants de l'Université de Columbia en 1961. Donc là encore, il y a cette question de cette idée qu'il y a une nouvelle génération, une génération qui a créé cette histoire de l'éducation, de l'architecture, de l'enseignement de l'architecture. Cette génération a vraiment joué un rôle crucial. La plupart de ces maîtres sont morts avant la fin des années 60 et évidemment ceci a marqué de son empreinte ce qui s'est passé, l'hommage en particulier qui leur a été rendu dans certaines écoles, mais aussi le fait qu'ils sont ensuite, ces écoles sont ensuite passées à autre chose. Vous avez Paolo Soleri qui est allé à Taliesin avant d'aller dans le désert de l'Arizona dans les années 60, c'est la contre-culture. Et l'enseignement académique n'est plus vu comme étant le meilleur type d'enseignement pour produire quelque chose en termes d'architecture. Et donc, il crée cet endroit pour ce nouveau système. Donc, ça s'appelle Arco Santi et c'est devenu ensuite une école officielle dans les années 70. Bucky Fuller, having been the apostle of technology earlier, is now quelqu'un de très important en termes de technologie, mais ensuite il devient une sorte de gourou de la contre-culture dans les années 60, en passant à des idées très alternatives sur l'éducation. On est vraiment dans l'utopie avec cette école alternative de San Bernardino en Californie. Donc, il construit un de ces dômes géodésiques pour lesquels il est célèbre. Ensuite, il y a d'autres types de projets, de phénomènes de contre-culture qui sont très répandus à ce moment-là, mais les écoles sont finalement remises en cause à leur cœur même par ces nouvelles idées, par ces grands événements politiques, courants politiques qui se produisent à ce moment-là. Mais dans le même temps, les années 60 nous donnent la fondation de l'Institut pour l'architecture et les études urbaines à New York, Peter Eisenman, bien que les architectes américains, bien que cette école se voyait comme un lieu central pour l'éducation, en même temps, c'est quelque chose qui a fait partie de ce réseau institutionnel. Donc il faut également noter que l'Institut de l'architecture et des études urbaines, c'est-à-dire la partie études urbaines, est très importante dans les années 70 et c'est à ce moment-là que c'est vraiment devenu le lieu privilégié de l'avant-garde américaine, etc. Mais les débuts ont été un peu différents, mais je ne veux pas entrer dans le détail de cela. Alors, donc ici, on voit l'un des places that the University of Texas in Austin pedagogy migrates l'un des endroits où a migré en quelque sorte la pédagogie texane. Cooper Union, il y avait un problème pédagogique qui avait été inventé au Texas et qui a été codifié dans ce qu'on appelle un kit d'éléments, un système très sophistiqué, très élaboré d'exercices qui était donc formalisé dans les années 70. Nous avons également la culture pop, la culture populaire qui va avoir vraiment un impact très important sur l'enseignement de l'architecture. Et le studio, la visite en studio, c'est quelque chose auquel on recourt de plus en plus, qui est utilisé par les différentes écoles. Mais ici, c'est vraiment un exemple emblématique de ce qu'on appelle le studio, apprendre
à Las Vegas. C'était enseigné par Denise Scott Brown à l'école d'architecture de Yale en 1969. Alors Berkeley, évidemment, était le lieu où ont démarré beaucoup d'activités, de protestations, de manifestations d'étudiants dans les années 60. Et on a ici le Wooster Wall qui avait été créé par Eschrick et Olsen, et on voit qu'il avait été attaqué par cette volonté de montrer que c'est quelque chose de brutal. Et cela n'a rien à voir avec les types de campus inspirés par les beaux-arts. Mais à la fin de la décennie, bien évidemment, ceci finit par être vu comme faisant partie du complexe militaro-industriel. Donc, on n'aime plus rien de tout cela. Et cette école semble même être l'emblème de ce complexe contre lequel il faut lutter à tout prix. Alors ici, on a l'école d'architecture de Kent, qui a eu une véritable tragédie. On voit des dessinateurs qui travaillent là en 1967 et ils ne pouvaient pas s'imaginer que 3 ans plus tard, ce même bâtiment serait le lieu où aurait lieu un horrible massacre d'étudiants. Alors, les années 60, il y a donc eu toutes ces turbulences, toutes ces protestations, mais en naissent de nouveaux mouvements qui vont avoir un impact profond sur l'architecture et sur l'enseignement de l'architecture, même s'il y a un effet retard. Donc, il y a l'écologie, le féminisme, les mouvements de militants pour les droits civils, tout ceci commence à arriver, à transformer l'enseignement de l'architecture également. Évidemment, les impacts sont toujours ressentis, même maintenant. Et puis tout d'un coup, il y a une nouvelle dynamique qui s'installe. C'est aussi à ce moment-là que l'école des beaux-arts montre le postmodernisme. Il va y avoir un retour en arrière contre ce modernisme tardif. On voit un projet d'étudiant, d'un étudiant donc de Daniel Libeskind à l'Académie Cranbrook dans le Michigan. Ici, vous avez Yale, Cornell, Colin Rowe, un studio qui est très connu à Cornell, et là encore, il y a des exercices qui ont été inventés au Texas, à Austin. Donc, il y a toujours des ruptures et puis des reconstructions. Alors, là, ça a beaucoup d'importance pour ce qui est de la cartographie étant un élément fascinant de l'enseignement de l'architecture en termes de chronologie. Alors, arrivé aux années 90, on est de nouveau dans le monde réel, en quelque sorte. Les architectes veulent pratiquer, ils veulent réfléchir aux événements de très grande envergure, ils veulent des grands projets, des très grands projets. Donc, vous avez ceci sous la direction de Rem Koolhaas à Harvard. C'est un projet d'Alejandro Zairapolo. Je n'ai plus que quelques images à vous montrer. Il y a également l'arrivée de la technologie électronique dans ce domaine, et là, ça va avoir vraiment un effet profond. Dès le début des années 90, vous pouvez voir ces premières traceuses, ces premiers logiciels de traçage qui sont utilisés donc dans les années 80, et souvent, maintenant, les écoles jouent un rôle d'avant-garde et donc ils adoptent très vite ces nouvelles technologies
en travaillant de concert avec les industriels pour élaborer ces logiciels et ces produits. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. C'est un fil important dans toute l'histoire. Alors, pour ce qui est de la visite de studio, eh bien, Koolhaas s'est rendu à Las Vegas et puis ensuite il a fait le même type d'activité au Nigeria, en Chine, etc. C'est le type de participation des étudiants qui est intéressant. Les voyages, le voyage devient un thème qui nous ramène d'ailleurs au grand tour du XVIIIe siècle et où on retrouve de nouvelles implications, de nouvelles manifestations et qui donnent lieu à de nouveaux projets que l'on voit, dont on voit l'effet maintenant sur les préoccupations actuelles en matière de durabilité, de ressources, etc. Donc les écoles d'architecture ont une histoire du monde également qui s'y rapporte. Et donc voilà, on a fait un grand voyage, 1898, le MIT, 1945, Harvard, 1973, l'université de Tulane, et puis voilà, jusqu'à maintenant, jusqu'au temps présent, c'est une grande évolution. On voit qu'il y a une histoire très riche, très diversifiée que nous devons explorer. Je vous remercie.